Salut Gaël, comment Salut Chloé. vas-tu? Bah, super bien. Parce que là, tu sors d'un gros festival que tu organises, Latitude Expérience, on en parlait en off. C'était avant-hier, donc je pense que tu es bien cramé. Ouais, je suis cramé, mais aussi dans les nuages, là, c'est trop cool. T'arrives à redescendre tranquillement. Ouais, j'ai envie de rester un peu dedans, peut-être encore une semaine. On fait un rétex mercredi prochain, et à partir de là, je reposerai un peu plus. Trop bien. Écoute, j'avais envie de t'interviewer puisque j'ai jamais reçu d'aventurier, d'explorateur. J'ai envie de comprendre aujourd'hui avec toi ce qu'est un aventurier, comment on peut le définir. Tu as fait beaucoup de projets, j'ai vu ça sur ton site, on va aussi en parler tout au long tu vois, de l'épisode. Est-ce que je peux te demander de te présenter? Bah, avec plaisir. Donc moi, c'est Gaël Meunier. J'aime bien dire que j'ai trois métiers. D'un côté, je fais des aventures sportives, desquelles je ressors des documentaires et des livres. Là, je suis en train d'écrire mon premier livre en ce moment, sur une traversée du Caucase que j'ai fait en parapente l'année dernière. À côté de ça, je fais des interventions en entreprise et en scolaire et en centre pénitentiaire sur le thème de l'audace, la résilience et l'optimisme. Donc je viens tirer des messages, des outils et des anecdotes de mes expériences et je viens les partager. Et ensuite, je monte une entreprise sur le thème de l'aventure comme source d'inspiration. Trois parties, faire rêver les gens autour d'événements. Donc là, on a l'Attitude Expérience s'est passé il y a 2 jours, où on présente documentaires, conférences et villages d'aventuriers. Ensuite, il y a la partie rassembler. Donc on veut rassembler une communauté de passionnés d'aventure régulièrement tous les mois. Et ensuite, on veut faire vivre à notre communauté des expériences. Et donc là, on les accompagne à la fois pour le B2B, on va accompagner faire des séminaires, des team building sur le thème de l'aventure. Et pour le B2C, c'est accompagner à faire des challenges le week-end avec nous. Comment tu es arrivé tu vois, à devenir aventurier? D'où est-ce que ça vient? Puisque je sais pas si on se lève un matin et on se dit, tiens, j'ai envie de faire de ma vie une aventure. Comment tu y es arrivé, toi? Bah, c'est un grand mot aventurier. J'aime pas Mm. trop dire que je suis aventurier. Je suis aventureux. Je fais des aventures sportives. Après de là à dire aventurier, en fait, ça dépend. Si on regarde Tintin, je suis pas Tintin quoi. Mm. Mais comment je suis arrivé là? J'ai fait une école d'ingénieur après mes études. Enfin, et après mes études, je suis parti pendant un an faire des projets sportifs en année sabbatique avec des copains. Donc ça, c'était vraiment une année qu'on s'est donné pour pouvoir se donner du temps pour pouvoir faire des expéditions. Et donc là, on a fait Lyon-Istanbul à vélo. Après, on est parti en Suède faire du ski nordique, du ski de randonnée. Et après, on a fait un grand trek entre l'Albanie, la Macédoine et la Grèce. Et pendant toute cette année-là, je me suis dit, ok, j'ai envie d'essayer de vivre de ça. Et donc, je me suis renseigné, j'ai contacté des personnes qui vivaient de ça, notamment Mathieu Torder, qui Mm. m'avait dit plusieurs choses. Il m'avait dit, soit tu peux faire une grosse expédition, comme lui avait fait, il avait fait le pôle Sud, ce qui lui a permis de se faire connaître. Soit tu peux continuer en tant qu'ingénieur, poser du sans-solde et faire ça un mois par an. Soit tu peux écrire un livre, soit tu peux faire des conférences, soit tu peux faire un film. Et moi, j'ai décidé de partir faire la traversée du Haut Atlas marocain et d'en faire un film. Excellent. Et de là, j'ai découvert le monde de la prise de parole en public parce que donc mon film, il a tourné en festival régulièrement. J'ai été sélectionné, enfin je postulais pour des festivals. Il faut savoir qu'en France, il y a plein de festivals d'aventure, on n'est pas forcément au courant, mais il y a plein de petits trucs qui se font un peu à droite à gauche, qui rassemblent entre 100 et 400 personnes sur des week-ends, parfois des gros qui rassemblent 3 à 4 000 personnes. Mais il y en a très régulièrement, il y en a plus d'une centaine. Et donc moi, j'ai postulé à tous ces trucs-là. J'en ai fait peut-être une cinquantaine dans l'année, et ça m'a permis de découvrir aussi la prise de parole en public, parce qu'à chaque fois que je présentais mon film, je faisais une intervention derrière, j'échangeais avec le public. Et donc je me suis dit, ah mais ça j'aime bien aussi, je vais me former. Donc je me suis formé en prise de parole en public. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des conférences. D'abord en EHPAD. Ok. On m'avait donné ce conseil, pourquoi tu commences pas en EHPAD pour gagner un peu ta vie. Ouais, à fond. Donc je t'ai payé 250 € l'intervention. Je venais 1 heure et demie animer en fait l'EHPAD. Et donc ça me permet de vivre au début comme ça. Puis après j'ai fait en centre pénitentiaire. Donc là c'est aussi un moment assez fort pour moi. C'était une découverte d'aller voilà, dans le centre pénitentiaire, c'est pas forcément très simple. Et je leur ai proposé de faire une sortie vélo. On est sortis en vélo ensemble. Donc Excellent. Ok. c'était le début de quelque chose, de dire ok, j'arrive à gagner ma vie avec ça. Et puis j'ai avancé. Et puis maintenant j'essaye de faire donc entre 2 et 4 conférences par mois. Interventions par mois plutôt. Entre 1 et 2 mois d'aventure par an. Et à côté de ça, de monter la boîte. Ok. Donc là, je savais pas que tu avais fait le Caucase en parapente. On va revenir là-dessus. Ça m'intéresse. Donc la première année, ok, je comprends. En fait, tu te lances plutôt d'abord des aventures sportives avec des copains. Et c'est pendant cette année-là que tu te dis, allez, je vais faire ça à temps plein. Euh, comment tu organises, on va dire, ta vie, tu vois, après ça, parce que quand tu rentres, ça va être un chamboulement total. J'imagine que tu as fait une école donc du coup d'ingénieur. Tu dis à tes parents, en fait, je vais pas du tout travailler en entreprise. Comment ils le prennent et toi, comment tu fais ce switch?
ensuite? J'avais bossé en alternance pendant 3 ans pendant mon école d'ingé, donc j'avais mis un peu de sous de côté, ce qui m'a permis de partir faire mon expé Ok. et aussi d'en garder un peu après. J'avais acheté un van que j'ai revendu qui m'a permis de garder des sous. C'est aussi avec ça que je vis aujourd'hui. Hein. Ok. Tu vois, ça fait 3 ans, mais en fait, je dépense tellement peu d'argent que ça me permet de vivre. Et après, donc l'année qui suit l'année où on est parti faire des expés, donc là, je vais monter mon film. Ça va prendre 8 mois. Ok. Tu le montes toi-même? J'ai monté moi-même, j'étais pas forcément adepte de ça. Aujourd'hui, je me suis dit que je le referais pas parce que c'est compliqué à faire, quoi. Mais je me suis donné les moyens de le faire, donc j'ai pris du temps, je me suis formé, j'avais une boîte de prod qui me soutenait avec du mécénat de compétences qui me donnait des conseils Ok. sur ce que je faisais. Et du coup, tous les mois, je leur envoyais des chapitres et on avançait comme ça. Et donc ça, 8 mois, pas forcément facile à vivre, parce que ça faisait, j'étais parti pendant 5 ans en école d'ingé, plus un an après à l'étranger, de revenir chez mes parents, du coup, Hmm. pour faire ça. J'étais un peu perdu, je me disais, mais j'en ai marre, quoi. Et au bout de 8 mois, fin de la production, quoi. Donc ça, c'est cool, ça m'a permis de commencer à lancer la vraie vie de pouvoir vivre de ça, quoi. Et donc là, j'ai commencé à postuler et à présenter mon documentaire. Et à partir de là, ça a commencé à mieux marcher. Ok. J'ai trouvé un appart moins cher dans Lyon. Je suis sorti de chez mes parents. Et après, je me suis donné d'autres objectifs de continuer de faire des expés. Et du coup, j'ai avancé comme ça, quoi. Ouais, une forme d'aventure, on va dire, dans ta vie. Comment tu définirais, toi, du coup, l'aventure? C'est ce que je vais te demander Ouais. à la base. Euh, Ça peut tout et rien dire, tu vois. Ouais, l'aventure, c'est hyper général. Le thème aventure, en fait, on peut demander la définition à n'importe qui. Elle sera toujours différente. Moi, ma définition de l'aventure, c'est cette part d'inconnu où on part faire quelque chose sans forcément connaître ce qui va nous arriver. Oui, dans l'aventure, il y a du dépassement de soi. Il y a des moments difficiles, des moments de joie. En fait, pour moi, l'aventure, c'est là où je vais vibrer. Euh, et vibrer, c'est un mot qui va dans plusieurs sens. Vibrer, pour moi, ça veut dire vivre, quoi. C'est quand je me sens vivre. Et se sentir vivre, ça peut être un très bon moment ou un très mauvais moment. Quand on galère et qu'on en bave et qu'on est en train de pleurer au milieu de nulle part et qu'on n'a pas de réseau et qu'on est tout seul, et c'est dur, mais je vis et je le sens. Et ça, j'aime cette aventure-là où en fait, on va dans ses retranchements, on va se découvrir, on va apprendre sur soi-même. Et derrière, souvent quand il y a un bas, il y a un haut derrière. Et ça va être le pic euphorique et ça va être incroyable, quoi. Et dans ma vie, même au quotidien, encore aujourd'hui, tu vois, créer des événements, je trouve que ça va bien dans l'aventure parce que c'est intense sur des temps, c'est calme sur d'autres. Et t'as vraiment ces hauts, ces bas. Ok, on a cet invité qui vient. Waouh, incroyable. Ça, c'était en amont, tu vois. Tu es en train de préparer ton événement qui va arriver. Tu demandes à des gens s'ils peuvent venir. Il y a lui qui dit ok. Et bah là, c'est ouf. Et t'as un autre qui va te dire non, je peux pas venir. Et bah là, t'es déçu. Mais ça fait comme ça monte, ça descend. Et ça, je trouve ça assez fort. Et t'as la forme d'imprévu aussi. Au cours de l'événement, il se passe toujours des Ouais, choses, j'imagine. L'aventure, c'est aussi ça, quoi. C'est de se dire. L'aventure, c'est aussi Mm. savoir gérer ces moments de doute quand tu vas pas bien. Qu'est-ce que tu fais Ouais. quand t'es en train de monter ton festival et qu'il y a un moment où ça va pas, parce que il y a une merde qui se passe, comment tu réagis avec ça? Mm. Et je pense que le fait de partir régulièrement, moi, ça m'a appris à savoir gérer ces moments. Si je suis stressé dans mon festival, c'est plus parce que je monte sur scène et que je vais passer devant du monde. Mais tout ce qui se passe, souvent les problèmes qui arrivent, je me souviens de voir des collègues, des bénévoles venir vers moi. Waouh, il y a un gros problème. Et moi, en fait, j'écoute, je me dis, mais non, mais c'est bon, on va trouver une solution. Mm. Il y a toujours une solution et on va y arriver. Puis c'est pas grave, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a pas mort d'homme. Voilà. C'est bien de ne pas diffuser une panique comme ça, Ouais. tu vois, en tant que on va dire leader de l'événement. Mais est-ce que c'est parce que tu as vécu des aventures ou pour le coup c'est ta vie, ou enfin ta vie, tu vois, et vraiment le physique et le mental qui était à risque, et du coup tu arrives à relativiser, tu vois, et à prendre du recul dans des événements comme ce festival-là. Tu vois, je sais pas, quand tu es dans le froid ou tu vois des moments très très durs quand même en aventure. Euh, et tu vois, et du coup, quand t'es en festival, tu dis bon, bah en fait, Ouais. voilà, Il y a deux je peux choses, comme manger, tu dis. Ouais. enfin, tu vois, ça va quoi. Il y a le fait d'être régulièrement soumis à des moments difficiles, enfin à des galères, et
qui ne sont plus des galères parce que en fait ça devient ma norme. Moi ma norme elle a changé, elle a évolué au cours du temps. Peut-être que quand j'étais petit j'étais peureux, j'avais peur de tout, et puis en fait comme tu vis tout le temps pas dans dans le risque mais mesuré, je sais pas comment dire, mais quand tu pars en expé, t'as pas forcément de danger de mort, mais t'as des dangers, ah bah merde, j'ai perdu mon cheval quand je suis parti faire la traversée du Haut-Atlas, tu vois. Ok. Et donc t'es soumis à des problématiques et tu dois les résoudre tout seul. Donc t'as appris à le faire. Alors que quand on est en groupe, en famille, en fait, c'est pas forcément toi qui résous le problème. Quand t'es en entreprise, il y a toujours peut-être ton N+1, ton N+2 qui doit gérer la merde. Et toi, t'es là, ok, j'écoute ce qu'il me dit. Donc je pense que ouais, le fait d'être soumis régulièrement à ça, ça m'a permis d'apprendre à le faire. C'est quoi le moment où tu as eu on va dire, le moment le plus stressant, le plus dur, on va dire, en expédition? En expé, faut que je cogite un peu. Ouais. J'en Je ai te laisse plein. le temps. J'ai plein T'en as plein, j'imagine, ouais. de moments où tu stresses, tu galères. Il y en a un qui me revient là, c'est donc je suis parti faire la traversée du Haut-Atlas marocain à cheval. Première expédition après un an de projet avec des copains. Donc je pars seul en solitaire, c'est la première expérience solitaire. Pas vraiment en solitaire parce que je suis parti avec une jument que j'ai achetée au Maroc. Ok. Et, les 15 premiers jours de l'expé, ça va être le plus dur en fait de mon expé parce que je me rends compte que je vais pas pouvoir atteindre mes objectifs. Moi, j'étais parti dans l'objectif de faire des sommets, gravir tous les sommets à plus de 4000 du Maroc, de faire du parapente, de traverser les 1500 km du Haut-Atlas marocain, donc de Khnifra jusqu'à Agadir, jusqu'à la côte, de rencontrer les Berbères et de faire ça à cheval. Et en fait, pendant les 15 premiers jours, tout ce que je fais, c'est que j'avance pour faire 1500 km, donc je fais 30 bandes par jour, ça se passe bien. Je monte pas sur ma jument parce que j'ai pas le temps. En fait, j'avance plus vite à pied que sur elle. Ok. Les chemins sont un peu compliqués, donc voilà, j'avais un itinéraire qui était assez en montagne, donc pas forcément facile pour les chevaux. Donc je faisais ça, je rencontrais un peu les Berbères, je prenais du thé régulièrement chez eux, mais j'avais pas vraiment, je dormais pas chez eux parce que le soir il fallait que j'avance pour avancer, pour faire mes 30 km par jour. Et donc pendant ces 15 premiers jours, j'ai remarqué que je faisais pas de sommet, je faisais pas de parapente. Je rencontrais les Berbères, ok, un peu. Je faisais ça à cheval, c'était chouette, mais j'étais même pas sur elle. Et par contre, j'atteignais mon objectif des 1500 km. Et au bout de 15 jours, je me suis un peu relevé je me suis dit, putain, mais c'est pas possible, qu'est-ce que je suis venu chercher là? J'ai eu 5 jours où j'étais en chiale tous les jours parce que je me disais, mais putain, mais Gaël, qu'est-ce que tu fais? C'est cool, tu fais tes 1500 km, mais en fait, t'es tout seul, tu rencontres pas grand monde, tu montes même pas sur ta jument alors que t'avais rêvé, toi, de ton truc, c'était un peu Lucky Luke, t'es sur ton cheval. Ouais. Et donc je me suis dit, ok, au bout de 15 jours, qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? J'ai téléphoné à des copains, j'en ai discuté un peu de mes problématiques, et je me suis dit, mais en fait, j'ai une solution, c'est si j'enlève un objectif de ces 5 objectifs-là, je pourrais faire tous les autres. Et du coup, du jour au lendemain, je me suis dit, mais je vais pas faire 1500 km, je vais annuler cette distance, je vais faire que 500 km. Par contre, je vais m'arrêter dans plusieurs endroits pour faire du parapente, je vais pouvoir faire les sommets à plus de 4000 du Maroc, je vais monter sur ma jument au lieu d'être à côté d'elle, je vais faire que 20 km par jour, et puis je vais dormir chez l'habitant au lieu de dormir sous ma tente tous les soirs. Super intéressant de revoir son objectif comme ça en cours de route, et surtout t'en as pris conscience aussi de te dire si j'abats des kilomètres juste pour abattre des kilomètres, je vais passer à côté de mon aventure. Ouais. Réellement quoi. Et en fait c'est marrant, c'est parce que je m'étais un peu fixé un objectif, je m'étais dit c'est la traversée du Haut-Atlas marocain, tu vois. Aujourd'hui je le présente comme ça, mais je dis que j'ai fait la traversée du Haut-Atlas alors que j'ai fait que 500 km sur les 1500. Mais moi, c'était cet abandon qui me faisait peur. C'était de dire, bah non, mais mes potes, je leur ai dit que j'allais faire la traversée entière et je vais pas la faire. Le et regard, j'étais, waouh, putain, mais non, c'est pas possible. Je peux pas abandonner. J'ai pas le droit, quoi. Et en fait, quand tu relativises, tu te dis, mais en fait, là, j'ai abandonné ça, mais si j'avais fait les 1500 km, j'aurais abandonné 4 autres objectifs que je m'étais prévu. Et c'est peut-être plus important de faire 4 que l'autre, quoi. Oui, et puis finalement dans le plaisir aussi, puisqu'il y a le plaisir qui est important dans des expés, même si ça dure parfois. Tu as pu faire du parapente, tu as pu faire des 4000, j'imagine que ça c'est quelque chose quand même d'assez incroyable, quoi. Mais en plus c'est ma première expé, donc j'avais des attentes de me dire, mais en fait est-ce que l'aventure c'est prendre du plaisir, tu vois. Je m'étais même, c'était bah non, je suis pas là pour prendre du plaisir, je suis là pour faire une expé, pour faire les 1500 km, pour atteindre mes objectifs, et à la limite prendre du plaisir, c'est pas grave quand quand t'entends des récits de Mike Horn, bah en fait t'as l'impression qu'il en bave tout le temps, mais je pense qu'il prend du plaisir, sinon il le ferait pas. Et ça c'est peut-être aussi en écoutant des podcasts quand je marchais, tu vois, de me dire, mais en fait je suis quelqu'un de très optimiste, et donc j'ai besoin aussi d'être entouré d'optimistes, et quand tu pars tout seul, bah t'as moins cet entourage.
Et le fait d'entendre un peu des propos, bah oui, tu vas y arriver, d'appeler ses copains qui te disent, mais en fait, Gaël, on s'en fout, toi, tu fais pas 1500 km, c'est pas grave, quoi. Bah, ça te permet de prendre les bonnes décisions et te dire, mais oui, j'ai le droit de prendre du plaisir. Et Hmm. aujourd'hui, je pense que si je suis heureux aujourd'hui dans ma vie, c'est parce que je me suis autorisé à me dire, en fait, voilà, apprécie la vie comme tu l'as. Peut-être que bah, tu es en start-up, tu gagnes pas ta vie comme tes copains qui sont tous ingénieurs, mais par contre, tu bosses dans un milieu d'aventure, tu pars en expé 1 mois par an, tu fais des conférences, tu partages et t'aimes ça, quoi, ça me fait vibrer. Et de me dire, ouais, bah, en fait, j'ai le droit d'être heureux. Et ça a été un passage dans ma vie, de me dire, en fait, je pense que c'est un podcast ou peut-être une vidéo qui disait ça, c'est souvent on se refuse d'être heureux, surtout en France, on râle beaucoup et on s'interdit d'être heureux. Parce qu'on se dit, bah, on n'a pas le droit, regarde la tristesse des gens qui sont dehors, qui dorment dans la rue. Il y en a qui en bavent, lui il a perdu son père, je sais pas, il était gamin. Tu fais, ok, moi j'ai pas le droit non plus. Et en fait, si on a le droit d'être heureux, et peut-être qu'on a des choses à redonner aussi aux autres qui en bavent justement, mais avant tout, il faut être heureux pour pouvoir donner aux autres, quoi. Ouais, complètement. Ça, c'est vrai que j'avais vu une vidéo aussi où quelqu'un disait dans un avion, quand un avion, tu vois, est en train de se cracher, tu prends d'abord toi l'oxygène et après tu sauves la personne à côté de toi parce que si toi tu t'évanouis, c'est fini quoi. Enfin, Ouais, tout le monde, tu tu vois, peux pas c'est un aider peu les ce autres. Ouais, principe-là c'est quoi. Tu vois. clair, complètement. Ok, et tu sais, tu racontais avant l'histoire du cheval, ça m'intéresse ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as Euh, perdu ton cheval donc dans J'ai le perdu Atlas. mon cheval dans le Haut Atlas. Qui a perdu son cheval? Qui a déjà acheté un cheval pour le perdre, quoi? Ça, c'était au 30e ou non, 43e jour, je crois. Si je me souviens bien. 45 ou 43e jour. Donc j'avais avancé, donc ça faisait déjà 2 mois que j'étais avec elle. Ouais, 43, un peu moins de 2 mois. Là, je faisais du parapente tous les jours. J'étais sur un site de parapente. Et le soir, je dormais dans un gîte. Et tous les jours, donc quand je me réveille le matin, je lui apporte de l'orge et de l'eau pour la nourrir, quoi. Et elle est attachée avec une ceinture de pied, donc une petite ceinture qui fait 10 cm de diamètre que j'entoure autour de son pied avec une longe pour qu'elle puisse marcher et faire 10 mètres. Elle avait une longe de 10 mètres Hmm. accrochée à un pieu. Et puis le matin, quand j'arrive avec mon orge et mon eau, ce matin-là, il y a juste la ceinture de pied ouverte et plus de cheval. Aïe. Et là, il est 7h du mat, le soleil commence à se lever, t'es là, tu te dis, mais ok, elle est où? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Donc, première chose, j'aime bien dire que j'ai eu 3 phases, et la première chose que je me suis dit, c'est, j'ai paniqué, quoi, je me suis dit, merde, je l'ai perdu. La deuxième chose, c'est, ok, j'aurais peut-être dû faire un peu plus qu'une semaine de poney en 6e. Faut savoir qu'avant de partir, j'avais jamais vraiment fait de Ok, cheval. ouais, t'as appris, ok. Et la troisième chose, c'est PPTT, pensée positive tout le temps. Gaël, tu vas y arriver, tu vas la retrouver. Et tout au long de la journée, je me suis dit, ok, je vais la retrouver. Et donc j'ai cherché plein de solutions. C'est, bah ok, qu'est-ce que je peux faire? Quels sont les outils que je peux utiliser pour avancer? Donc je pouvais faire un peu de parapente pour essayer de la voir depuis le ciel, faire du drone, lancer mon drone pour essayer de la voir avec mon téléphone. T'avais des moyens quand même. Ouais, J'avais de quelques pouvoir, moyens, ouais. Je pouvais marcher aussi, donc j'ai commencé par marcher autour, de faire le téléphone arabe, parce qu'en fait tout se sait au Maroc, et en fait tu t'en parles et les gens s'en parlent, quoi. Mhm. Et donc j'ai activé ces leviers au fur et à mesure, donc je commençais par marcher, 5 bornes autour du lieu, dans tous les villages que je croisais, je disais aux gens que j'avais perdu ma jument, personne n'avait vu, je me disais mais c'est pas possible. Le midi, je rentre au gîte, je demande à ma gardienne d'appeler à côté, elle téléphone à tout le monde, personne l'a vu. Je fais un vol de parapente, mais moi j'étais débutant, donc je décolle, je repose au bout de 2 minutes, j'avais rien vu, j'étais plus concentré sur ma voile que sur le fait de chercher ma jument. Et puis après, avec un téléphone de 10 cm, quand tu regardes au drone, tu vois rien. Hmm. Je m'étais dit, ok, je vais peut-être la retrouver avec ça, mais en fait, pas du tout. Ok. En drone, tu peux pas voir un cheval, c'est trop précis, quoi. Hmm. Et donc la journée passe, je continue de marcher de plus en plus loin, je téléphone, je reçois quelques appels qui me disent non, toujours pas retrouvé. Et quand je demande, les gens ils m'indiquent oui, il y a quelqu'un qui a vu ton cheval là-bas. Et plus je m'approche de ce lieu, plus je comprends qu'en fait c'est pas mon cheval, c'est un autre cheval qui ressemble au mien. Ok. Sachant qu'il n'y a pas tant de chevaux au Maroc, il y en a beaucoup à certains endroits, mais là où j'étais dans le pays berbère, il y a surtout des mules et pas de chevaux. Du coup, ils étaient intrigués quand il y avait un cheval. Et du coup, quand je leur montrais mon cheval, ils disaient ah ouais, bien sûr, c'est là-bas. Et en fait, c'était pas le mien. Et du coup, je leur disais non, c'est pas lui, c'est un autre. Et donc j'avance, et là, en fin de journée, je prends un scooter pour pouvoir avancer plus loin. Et donc j'avance jusqu'à 10 km, et je demande encore, et dans les champs, on me dit oui, quelqu'un l'a vu ce matin là-haut passer dans la montagne.
Je dis ok, trop cool, premier indice. Là, il était peut-être 16h, tu vois. J'avais perdu ma jument à 7h du matin. Ouais. Premier espoir. J'ai fait 9 heures de recherche. 9 heures de recherche. Ouais, intense, quoi. Premier espoir, il est là. Quelqu'un l'a vu ce matin. Ok, ça me rassure. Et au fur et à mesure, j'avance de plus en plus Ça te près. rassure, mais tu sais toujours pas où elle est. Oui, mais quand t'as 9 heures de recherche dans, oui. dans Ça ta fait journée une et que bonne t'as rien nouvelle. vu, et qu'on te dit quelqu'un l'a vu, tu fais ok, ça veut dire elle est quelque part, quoi. Mm. Et plus j'avance, plus on me dit oui, quelqu'un l'a vu ce matin, tu peux aller demander à ce mec-là dans ce village. Donc je suis arrivé dans le village, je suis rentré dans la maison du gars, là j'ai pas trop compris parce que je me suis dit mais ma jument elle est pas dans la maison. Et en fait on est ressorti de l'autre côté, derrière, et là il y avait ma jument qui était excellent. attachée et qu'il avait récupérée le matin même en fait. Ok. Et elle était à 10 km donc c'était assez loin. Ouais. Enfin à pied tu le fais pas forcément comme ça, quoi. Et du coup je l'ai retrouvé, je l'ai récupéré. Tu es tellement content quand tu... Ah bah là c'était waouh, comment trop cool. Ouais. Et ce qui est marrant c'est que je me suis jamais dit que j'allais pas la retrouver. Mm. Dans la journée on m'a dit mais Gaël tu vas, enfin c'est pas grave, au pire tu fais quoi si tu la retrouves pas. Ben non, mais j'ai dit mais je vais la retrouver, en fait il y a pas de, Il y a pas de débat, quoi. je dois la retrouver, quoi. Ouais. Ça fait 43 jours que je suis avec ma jument, je vais pas la laisser, quoi. C'est une expé que tu as fait seul. T'en as fait à plusieurs aussi. Qu'est-ce que tu préfères entre les deux? C'est vachement différent. Mm. C'est marrant parce qu'aujourd'hui je repars encore beaucoup seul, alors que ce que je dis le plus dur dans mes expés c'est de partir seul. Je suis quelqu'un de pas solitaire. Je suis pas quelqu'un de solitaire. J'aime pas, même à Lyon, quoi. J'aime bien être avec mes copains. J'aime bien dire, mon frère il me disait qu'il y avait deux sortes de personnes. Il y a ceux qui se ressourcent quand ils sont tout seuls, qui remplissent leur batterie et qui les dépensent quand ils sont avec du monde. Et il y en a qui remplissent leur batterie quand ils sont avec leurs copains et qui les dépensent quand ils sont tout seuls. Moi je fais partie de ces gens-là. Ok. J'ai besoin d'être entouré de ma famille, de mes copains. Avant de partir, je fais toujours un moment où on se rassemble, quoi. Et après, je viens dépenser ma batterie quand je suis tout seul. Et donc ça, c'est le plus dur. En groupe, ce qui est fort, c'est cet effet de groupe, cette évolution aussi qu'on peut avoir dans un groupe, parce que là, on est parti Lyon-Istanbul à vélo, par exemple. On est parti à 4 copains. On était très bons copains. La majorité, on est témoins des mariages ensemble, quoi, aujourd'hui. On est très proche, ouais. On est très proches. Mm. Et cette évolution entre le début, on avait beau se connaître super bien, on en a bavé entre nous, on s'est engueulé, Et oui, c'est vrai. c'était ouais. pas forcément facile. Mm. Parce que Et dans le film qu'on a vu à ton festival, j'avais l'air, enfin j'ai l'impression que Ouais. c'était eux, fluide. ça avait l'air d'être facile Ouais, direct, quoi. ouais. Mais pas pour, Pas moins pour nous. toi. Ouais. Je pense que Ouais. c'est Après à pas- 4 pas aussi. pour tout le monde. Ouais, Mm. à 4 aussi, Mm. c'est différent. Mm. Mais il y a cette magie qui se crée avec le temps, d'apprendre à se connaître, même dans une équipe, je sais pas, l'équipe des bénévoles du Latitude, c'est pareil. En fait, au début, on se connaît pas trop, on se cherche un peu. Il y en a qui prennent des missions, la mission de l'autre, en fait, l'autre il voulait faire cette mission-là. Donc ça évolue, et après, avec le temps, la magie du temps et des échanges, de la communication, ça crée quelque chose d'assez fort et qui crée vraiment de ce côté humain que j'apprécie vachement. Et ça, en fait, partager des souvenirs, il y a rien de plus beau. Quand je pars tout seul, j'apprends sur moi. C'est pour ça que c'est un métier, c'est pas des vacances, parce que c'est dur. Mm. À plusieurs, il y a peut-être ce côté un peu plus humain, prise de plaisir encore peut-être plus forte. Je sais même pas, non, parce que c'est aussi dur de partir avec des gens, quoi. Donc j'ai pas forcément de préférence. J'ai envie de partir. En fait, j'ai eu pas tant d'occasions de partir avec des copains pour des longues expés. Je fais des trucs à deux en moto. Voilà, ça c'est trop cool et c'est un très bon copain, mais c'est pas des expés. Là, pendant 4 ans, je suis parti à chaque fois tout seul, tu vois. Par manque de... En fait, quand tu proposes à des copains, tu leur dis bah moi j'aimerais bien partir avec vous, ils sont pas forcément dispo. Aujourd'hui, partir 2 mois, 3 mois. ouais, les gens ils bossent, quoi. Ouais. Moi aussi je bosse, mais c'est pas Mm. la même chose, quoi. Mm. Donc, Ça fait partie de ton métier maintenant. Ça fait partie de mon métier, Mm. exactement. Mm. Et du coup, j'ai pas forcément eu l'occasion. Et de plus en plus, j'ai envie de le revivre, ce côté-là à plusieurs, de redécouvrir ça. J'ai fait des courses de trail à 3 copains, 2 des 4 qui étaient avec moi pendant le Lyon-Istanbul. On est parti faire un trail de 70 bornes avec 7000 de D+. Oh. Et ce qui était assez beau, c'est C'était que où c'était la Pic Ariège, en Ariège, Ah ouais. au Sud-ouest, sud de quoi. Toulouse. Mm. Et on est parti sans se dire qu'on allait faire ça ensemble. Et en fait, on a fait toute la course ensemble. Trop bien. Et ça, c'est un souvenir qui est Humainement, c'est resté. trop bien. Ouais. Mm. On en a galéré, Tu on a te bavé, soutiens, c'était dur. Mm. Tu sais, tu fais 70 bornes, c'était dur, quoi. 23 heures de course.
Et en fait, cette magie d'être ensemble, ça porte, quoi. Ok. Donc t'as pas de préférence. Pas de préférence, non. Sur ton site, j'ai vu que tu as écrit que tu partais en expé aussi pour apprendre sur l'humain. Qu'est-ce que tu as appris, tu vois, avec toutes ces expéditions, que ce soit sur toi ou sur les personnes en général, dans des situations comme ça Ouais, j'apprends sur l'humain, notamment sur moi, sur l'humain et du coup par moi, quoi. par ton prisme, ouais. Euh, Bah que et aussi des autres en fait. Quand je pars, j'ai envie de découvrir les cultures. Donc je dors chez eux, je découvre vraiment de l'intérieur. C'est important pour moi d'aller comprendre comment fonctionnent les autres. Et C'est facile d'être accueilli comme ça ça dépend où. Mm. Au Maroc, j'ai dormi 35 nuits sur les 45 nuits que j'ai faites dans le Haut Atlas marocain. Je suis habitant, donc c'est énorme. C'est énorme, ouais. C'était presque, enfin, plus d'un jour sur deux, tu vois. Très accueillant. Donc très accueillant. Après, l'accueil, c'est moi qui le provoquais aussi. C'est moi qui demandais aux gens de dormir chez eux. Mm. Ça, c'est important. J'avais une histoire particulière. J'étais avec un cheval. Quand tu traverses, j'étais pas un voyageur. Enfin, j'étais pas un touriste lambda qui passe comme ça avec son 4x4. Non, j'étais dans un monde un peu à part et eux, ça leur plaisait aussi. Mm. Et c'est ce que je dis souvent, c'est que que tu fasses du stop, que tu veuilles dormir chez Habitant, si tu as une histoire à partager, quand tu toques chez Habitant en France, tu dis bonjour, je suis en train de faire ça, est-ce que vous pourriez me loger? Ça passe mieux que bonjour, je cherche un logement pour ce soir. Tu vois. Ouais, complètement. Et partout, on dit mais est-ce qu'en France on pourrait être accueilli comme ça? Oui, on peut être accueilli comme ça. J'ai été accueilli en France quand je faisais la traversée des Alpes en parapente. Je leur expliquais que je faisais la traversée des Alpes en parapente, je venais de Slovénie, j'allais jusqu'à Nice. Forcément, les gens ils sont curieux, ils ont envie de t'inviter. Carrément. Mais il faut avoir une histoire pour pouvoir être logé. Ça fait penser à Nuit culottée. Ouais, un peu. C'est un truc. J'aime bien les rencontrer et je pense que Nuit culottée, c'est ce qu'ils prônent aussi, c'est le fait de pouvoir être accueilli chez des gens, de découvrir comment fonctionnent les autres. Ok. Pardon, je t'avais coupé du coup sur, sur ce que tu as appris, ce que tu apprends sur toi et sur les autres. Que l'humain est bon, ça c'est un truc que je trouve fort. C'est au fond de nous, au fond de chaque humain, il y a du bon. Et parfois, on dit l'inverse, on dit il y a toujours du mauvais dans l'humain, mais non, il y a toujours du bon dans l'humain. C'est la source principale. Et ce qui fait que ça peut mal se passer, c'est parce que on a mal interagi, il y a des différences de culture, des choses qu'on fait mal. Mais en fait, si on arrive avec de la bienveillance et vraiment on y va avec le cœur, quoi, les gens sont bons. Et ça, c'est magique. Je trouve ça fort de tout le monde, en fait. Tout le monde est bon au fond de soi, et si des gens sont mauvais, c'est peut-être qu'ils ont vécu des trucs difficiles et qu'il faut aller creuser pour pouvoir comprendre. Ça fait du bien de l'entendre, surtout actuellement, où c'est quand même, tu vois, anxiogène, compliqué, un peu entre tout le monde est, tu vois, polarisé. Ouais. Donc toi, avec tes experts, tu arrives aussi à voir encore le bon mais chacun, quoi. J'en suis sûr, je pense que tout le monde est bon au fond de soi, et qu'il y a des histoires particulières qui peuvent faire que, du coup, ça se passe pas forcément bien. Mais en fait, si on accepte notre différence, si on accepte qu'on n'a pas forcément les mêmes cultures, tu vas en Inde, l'Inde c'est un pays qui est complètement différent de la France. Si t'es projeté là-bas sans connaître comment ça va se passer, tu fais une dépression, tu comprends rien, quoi. J'avais l'impression dans le second film du coup que l'Inde ça avait l'air compliqué effectivement. Mais en fait l'Inde, si tu y vas en étant sachant, faut apprendre à connaître l'Inde, parce que en fait l'Inde, ce que j'aime bien dire, c'est que tous les sens sont différents là-bas. L'odorat, tu sens, c'est pollué, il y a de la poussière, voilà. L'écoute, il y a du bruit tout le temps. En Inde, tu as tout le temps du bruit, le jour, la nuit, tu as des klaxons, tu as des gens qui parlent, qui se baladent. Le goût, c'est épicé. La nourriture, c'est pas forcément facile. La vue, forcément, tu regardes en Inde, c'est très coloré, il y a plein de choses partout, c'est grandiose, il y a plein de monde partout, c'est assez fou, quoi. Et le dernier sens, le toucher. Le toucher, c'est peut-être le plus dur à avoir, parce que je me suis dit, si on me ferme les yeux, que je me bouche les oreilles, que je me bouche le nez, que je ferme la bouche, est-ce que je sais que je suis en Inde? Mais je pense que tu arrives à deviner, parce que justement, il y a cette poussière, c'est un peu rocailleux, entre guillemets. Au toucher, c'est peut-être le plus dur à trouver. Mais en tout cas, tu as tous ces sens-là qui sont différents. À l'opposé, quoi. Ouais. Pour les Français, pour les Européens. Ouais, bien sûr. Ouais. Et du coup, là, tu fais, ok, en fait, c'est un choc, quoi. C'est un choc culturel. Mais en fait, quand tu y vas avec l'envie de découvrir, le fait que tu saches que c'est différent, si tu ne sais pas, si tu t'en rends pas compte,
tu te fais casser, quoi. Et ben, tu découvres une culture c'est énorme, en fait, de se dire, waouh, il y a ça dans le monde. Et t'apprends énormément sur le fait que bah, on est tous différents et que nous, en France, on est peut-être beaucoup moins différents les uns des autres et il y a quand même des frictions. Mais en fait, si tu vois, c'est pour ça, la norme, elle a changé pour moi. Je suis parti en Inde 6 mois, de voir la différence chez les autres, elle était énorme en Inde. Et maintenant, en France, quand je vois un peu de différence, bah, ça me dérange pas. C'est pas Au grand-chose, contraire, quoi. j'ai envie d'aller les voir. Hmm. Parfois, on dit on a peur d'aller voir l'autre, mais en fait, moi, ça me dérange pas parce que justement, j'ai plus cette norme-là. C'est plus un petit truc qui va me gêner. Non, c'est s'il y a un énorme truc, ça va me déranger, mais sinon, voilà, j'ai envie d'aller rencontrer, d'aller comprendre comment fonctionne l'humain, même en France, quoi. Ouais, complètement. C'est marrant, il y a souvent cette notion chez toi d'aller voir pas à l'extrême, dans le sens vraiment pousser le curseur au maximum, et ensuite de revenir ici et de voir en fait que, tu vois, globalement, tout se passe bien. Bah, tu Ouais. disais dans le festival, s'il y a un problème, ça va. Sur les différences aussi, je sens que ça Ah, c'est revient. marrant, j'avais pas pris. Mm. Tu me fais prendre conscience d'un truc, Mm. mais c'est vrai que j'aime bien aller chercher. Souvent, j'aime bien cette phrase d'aller chercher, de viser les étoiles pour tomber sur la lune. Ou Ouais. je sais plus Oui, je quoi, vois l'idée. sens pas, tu vois l'idée. Ouais. J'aime bien pousser le curseur à fond. Souvent, je dis c'est important de viser loin, même dans le festival, dans toutes les idées. En fait, moi, j'aime bien qu'il n'y ait pas de barrière. Et après, on se met les contraintes, et après, on regarde, et après, on se dit, ok, bon, bah, je peux pas faire ça parce qu'il y a ça. Mais il y a bien un truc qui m'horripile et pour lequel je me bats, c'est impossible. Enfin, quand on me dit c'est impossible, je dis, mais ça, même dans une conversation, il y a des gens qui disent, moi, je me sens pas capable, je trouve ça impossible. Moi, je rage intérieurement, je dis rien parfois, parce que voilà. Oui, Mais en oui. fait, c'est quelque chose qui est hyper important pour moi, parce que je pense que tout est possible, en fait. Si tu prends du temps, si tu t'acceptes comme t'es, bah, tu peux y arriver. C'est ouais, les fameuses barrières mentales, quoi. Ouais, Mais c'est marrant parce que tu as dit que t'étais débutant en parapente dans l'Atlas. ouais. Et ensuite, j'imagine un peu de temps après, mais tu as fait de Slovénie à Nice ce qu'on appelle en cross en parapente. Je suis un peu le connaisseur, mais la traversée en gros. Et c'est fou cette progression quand même, parce que enfin, là on parle de 1500 km que tu as. Slovénie-Nice, ouais, À 1500. peu près, ouais. Ok. Comment tu t'es pris pour faire ça? Enfin, ça doit faire peur aussi, tu sais, de voler. Bon, t'as fait un itinéraire, mais peut-être pas de savoir toujours où t'atterris, comment ça se passe, les conditions, tu sais pas où tu dormais, enfin, tu vois, tout Ouais, ça, bien quoi. sûr. Bah, ça a évolué, hein. J'ai beaucoup travaillé mon parapente. En gros, j'ai appris à voler un peu avant de partir au Maroc. On dit qu'on est débutant quand on a les 50 premiers vols. Ok, Donc moi, j'ai dû faire peut-être mes 10 derniers vols au Maroc. d'accord. Au Maroc, j'ai vachement progressé parce que je me suis arrêté sur un site de parapente pendant 9 jours. Il y avait un biplaceur qui était là, Olivier Nicolet, qui m'a appris à voler, à faire mes premiers vols. J'ai fait mon premier vol de 4 heures, tu vois, Waouh. en faisant du soaring, c'est-à-dire, on dit surfer la vague de vent. T'as du vent qui arrive face à une falaise et tu peux longer la falaise pour rester en l'air. Et donc là, trop content de faire mes premiers vols, très simple, avec une voile safe. Donc il y a plusieurs catégories. Moi, c'est une voile en A, c'est-à-dire bah, elle a peu de chances de se fermer, elle a peu de chances de bouger, quoi. Au retour, je me suis acheté une nouvelle aile grâce à Olivier qui m'a conseillé une voile en B. Donc A, ça fait ABCD. B, c'est encore très safe, mais c'est un peu plus performant. Et cette aile-là, je l'ai gardée, je l'ai encore aujourd'hui. Tu vois, c'est une aile qui est performante, mais safe, et qui me permet de voler longtemps. J'ai fait mes premiers vols de 50, 100 km au fur et à mesure. Donc ça m'a pris peut-être un an. Un an plus tard, je commençais à aller encore plus loin. Tu t'entraînais dans les Alpes pour Ouais, ça? Ouais, ok. beaucoup autour de Grenoble. Mm. Et après, partout, j'aime bien aller là où il y a les conditions. Ouais, bien sûr. Au début, tu vas forcément autour de chez toi. Enfin, moi, Lyon, Grenoble, c'est plus près. Mais maintenant, dès qu'il y a des bonnes conditions, j'aime bien aller chercher les conditions à droite à gauche, quoi. Ok. J'ai fait une première tentative de faire une traversée des Alpes en septembre-octobre. Pas forcément les meilleures conditions. On m'avait dit c'est bien parce que c'est des conditions assez calmes. Mais en fait, c'était trop calme. Et moi, à l'époque, je connaissais pas encore assez bien. Donc, je pense que c'était vraiment le bon créneau, la bonne façon de faire. C'est que j'ai commencé dans des conditions calmes. Donc, j'ai appris encore à progresser dans ces conditions-là. J'ai remarqué que j'arrivais pas du tout à faire ce que je voulais. Mais je me suis j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Et après, l'année suivante, là, je suis parti en Slovénie et j'ai dit, ok, je rentre jusqu'à Nice en volant. Et donc, ouais, le parapente, qu'est-ce que c'est? On vole avec une voile, donc un morceau de tissu, quoi, qu'on a au-dessus de nous. Et on peut voler pendant plusieurs heures grâce au thermique, des masses d'air chaud qui montent dans le ciel. En fait,
on est un peu comme un planeur, c'est-à-dire qu'il y a des masses d'air qui vont être plus chaudes qu'à côté, l'air chaud monte, du coup on va avoir une bulle qui monte et nous on va essayer d'enrouler, c'est-à-dire de tourner à l'intérieur de cette bulle d'air jusqu'au maximum. Le nuage, c'est ce qui représente l'endroit où cette masse d'air chaud elle va se transformer en humidité, et du coup on s'arrête, on peut pas aller plus haut que ça. Et on se balade de nuage en nuage et de thermique en thermique, comme ça. Ok. Et globalement, les thermiques, ils se retrouvent toujours sur les crêtes des montagnes. Et du coup, on suit les crêtes des montagnes pour avancer. Sachant que à l'avance, tu ne sais évidemment pas. Enfin, c'est le matin quand tu te lèves que tu peux voir si tu peux voler ou pas, quoi. Donc ton voyage, en fait, il est complètement inconnu, quoi. Ouais. C'est-à-dire que tu commences à un point A. Par contre, pour aller au point B, c'est au jour le jour, non? Ah bah là, c'est vrai que c'est complètement, comme tu disais, ça fait peur de pas savoir où on va. En fait, en parapente, t'es obligé, t'es soumis à ça. Sauf quand tu fais du vol sur site. Mais quand tu fais du cross, t'es pas sûr de revenir à ton endroit de départ. Donc quand tu t'entraînes, en fait, tu poses parfois dans un champ et tu rentres en stop là où t'es parti pour rechercher ta voiture, quoi. Ok. Sauf que là, t'as pas de voiture, moi je suis parti en train en Slovénie et le but c'était de rentrer. Et du coup, tous les jours, j'avance. Je trouve ça assez chouette, c'est vraiment le côté traversée C'est beau, quand que même. j'ai régulièrement dans mes expés, c'est que t'avances et tu sais pas où tu poses, mais tu dors, tu poses ta tente, tu dors, Oui, tu ok. reparles le lendemain et Mm. t'avances, quoi. Donc tu voles avec tout le matos. Ouais, Ouais. j'ai une vingtaine de kilos sur le dos avec ma voile de parapente. Tout mon matériel de parapente, ça fait à peu près 11 kilos. Et ensuite, j'ai de quoi manger, de quoi dormir, de quoi boire, de Ok. quoi marcher. Et tout rentre dans un sac. Et les conditions météo, je sais pas, le froid et tout ça, comment ça se passe Bah, tu là-haut? prends ce qu'il faut. Donc, moi, j'ai une doudoune. Quand tu voles, tu peux voler. En fait, tu peux décoller à 1500 mètres et te retrouver à 4000 mètres. Ouais. Tu vois, la Slovénie, j'ai fait 4440 mètres, mon plus haut. Et quand même, hein. Et il faisait froid, il faisait froid Ouais, là-haut, quoi. tu m'étonnes. Il fait il fait moins de zéro, quoi. Mais j'avais ma grosse doudoune, j'avais de quoi Ok. j'étais équipé. Et donc en fait, tu te dois de préparer tout ça. Mm. Et donc quand tu pars, bah, tu prends ta doudoune, tu prends aussi de quoi dormir. Quand tu poses, il faut que tu puisses dormir. Donc moi j'ai mon duvet, j'avais un tarp, juste une bâche que je plantais avec mes bâtons et que je mettais le soir pour dormir. Ok. Assez simple mais plus léger, et du coup moi j'aime bien parce que c'est light, c'est chouette. Quand tu pars faire tous les jours marcher, t'es obligé d'avoir Bah oui, le oui. plus léger possible. Mm. Et donc c'est ce qui me permet de pouvoir avancer, sinon je pourrais pas le faire, quoi. Comment tu choisis, par exemple, cette expédition, mais en général, comment tu te lances des projets? Tu vois, les idées naissent comment? C'est des rêves au début, ça c'est un rêve. J'aime bien dire qu'il y a plusieurs étapes, ouais. Il y a la phase de rêve, donc d'imaginaire. Tu sais pas ce que tu vas faire, t'enlèves toutes les barrières. Le Haut Atlas marocain, je me souviens, l'idée est sortie quand on a fait un tour dans le Sarek, c'est un grand désert de neige en Laponie suédoise. On a eu 8 jours de mauvais temps sur les 20 jours qu'on a fait Ah, waouh. on tirait nos poulkas, on avait nos 180 sandwichs dans les poulkas. Tous les jours on avançait. J'ai vu Et- les extraits, ouais, ça avait l'air épique. Ouais. Ouais, ça c'était énorme. Et pendant ces 8 jours-là, on a eu le temps d'apprécier et d'accepter l'ennui. En fait, on n'avait qu'une chose à faire, c'était marcher dans le Mm. blanc, dans le froid. On voyait son copain qui était à 2-3 mètres. On pouvait presque même pas parler parce qu'il y avait trop de vent. Du coup, on était vachement retranchés sur soi-même. Et donc ça cogitait. On est tous les trois ressortis avec plein de projets en tête parce que ça nous a créé Enfin, c'était hyper créatif, quoi. Ok. On parlait un peu de temps en temps, on discutait de nos imaginaires, des projets qu'on a envie de faire. Il y en a qui c'était de monter une boîte, l'autre c'était partir faire une expé. Voilà, chacun avait ses idées. Le soir, on en parlait un peu. Et moi, je me suis dit, ok, j'ai envie d'essayer de faire ça. Et j'avais écouté un podcast d'une dame qui avait gravi le Toubkal, donc le plus haut sommet du Maroc. Mhm. Et moi, je pensais que c'était un désert plat, le Maroc. Je pensais que c'était qu'il y avait des dromadaires et que c'était Moi du aussi, sable, quand quoi. j'étais plus jeune aussi, je pensais. Moi, j'avais 20 ans, non, peut-être 23 ans même. Oui, bah, à ce moment-là, ouais, pareil. Je savais pas Désolé que... pour. Ouais, Désolé, ma prof de géographie. pareil. Mais du coup, j'apprends ça, je vais, ok, énorme. Moi, je suis passionné de montagne, j'ai envie d'aller là-bas. Au début, c'était une rando à pied, puis le rêve cogite, je me dis, non, mais j'ai pas envie de faire ça à pied, c'est trop facile. C'était déjà fait, donc tu voulais plus ouais. original. À cheval, ça peut être marrant. Oui. Ok, je pars à cheval, je veux y aller en moto. Trop cool, bah, je suis parti en moto. Voilà, je me suis donné des objectifs. Et comme ça évolue. Le parapente, c'est un peu le Graal de faire la traversée des Alpes. C'est un parapentiste passionné. Il va commencer par faire des vols sur site, donc de retourner à chaque fois au point de départ tous les jours. Après, il va commencer à faire ses crosses, sortir un peu du bocal, on dit. C'est quand tu vois plus l'atterrissage, tu sors un peu plus. Puis après, tu fais des crosses, tu fais tes premiers 100 bornes.
Et puis là, tu kiffes, quoi. Tu peux faire plein de trucs partout. Mais sauf que la finalité, c'est ok, bah, c'est faire une traversée de montagne. Et donc partir d'un bout à l'autre. Et donc la Slovénie, c'était incroyable. Après, je suis parti dans le Caucase, c'était de relier deux mers. Et l'année dernière, c'était les Pyrénées, relier l'océan à la mer, tu vois. Trop bien. Et Donc, ça, t'as je fait trouve ça assez un traverser graal pour moi. Est-Ouest des Pyrénées? Ouest-Est. Ouais, Ouest-Est, ok. Donc, ouais, ok. Sympa. Pays Basque, Océan, Saint-Jean-de-Luz jusqu'à Argelès-sur-Mer. trop bien. Ça devait être magnifique. Ouais, c'était. Elle s'est trop bien passée, c'était là cet été. Je t'ai dit, je prends un mois par an pour faire des expés en ce moment. Et j'ai mis 10 jours en fait à faire la traversée. Je pensais Ok. que j'allais mettre 15-20 jours. Et j'ai eu un temps incroyable, des conditions merveilleuses. Non, c'était génial. Est-ce que dans ton discours aussi, tu disais que ça te met en rage, tu sais, des personnes qui se mettent des barrières et tu as des limites. Quel message tu as envie de faire passer, tu vois, aux personnes et c'est pas forcément voilà, traverser en parapente 1500 km, mais pour se lancer, tu vois, des défis ou sortir, vivre des choses. Comment tu le tournerais pour motiver, tu vois, les personnes? Ouais. Bah souvent, un projet, ça part d'un rêve. Et donc ce rêve, déjà, faut se le laisser vivre, cogiter. Faut pas se dire, mais non, je pourrais jamais le faire. Hmm. Si tu commences à te dire, bah non, je pourrais jamais le faire, tu pourras jamais le faire. Si tu te dis que tu peux y arriver, bah tu pourras potentiellement y arriver. Donc d'abord, c'est un rêve. Ensuite, tu le fais en projet, donc tu l'écris. Moi, c'est important, c'est d'écrire le projet. Et cet écrit, il va changer, il va évoluer. Mais en fait, si tu reviens dessus, tu vois, ok, bon, en fait, non, c'est pas ça qui m'attire, c'est plus ça. Moi, mon rêve, d'écrire vraiment le rêve, qu'est-ce que c'est exactement, pourquoi c'est ça, est-ce que c'est de le faire à cheval ou est-ce que c'est plutôt de le faire avec quelqu'un, avec un animal, pourquoi un cheval, d'aller vraiment pousser la question et d'avancer au fur et à mesure du temps avec ces réflexions que tu te mets sur tes projets. Euh, et il y a vraiment cette phase de pas de barrière. Au tout début, pas de barrière. Et puis ensuite, tu viens mettre tes contraintes. Ok, bon, bah là, je suis une maman, j'ai des enfants. Est-ce que je peux partir loin de mes enfants une journée, 2 journées, 3 journées? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? J'en ai peut-être jamais parlé à mon mari que j'avais envie de faire ce projet-là. Est-ce que mon mari serait d'accord que je parte une semaine, un mois, 3 mois? Est-ce qu'il a envie de le faire avec moi? Est-ce qu'on le fait pas avec les enfants? Hmm. Et donc tu viens de mettre tes contraintes. Et souvent, on se bloque tout seul. On se dit, mais non, mais mon mari va jamais vouloir, par exemple. Mais en fait, Sans lui demander. tu sais pas quoi. Ouais, c'est trop, il a non, trop mais envie, quoi. ouais, mon boulot, il va jamais vouloir. Hmm. Bah non. J'aurai jamais les finances. Un voyage, ça coûte rien. Faut arrêter de se dire que c'est l'argent le problème. Moi, j'ai moins d'argent. Enfin, j'utilise moins d'argent quand je voyage que quand je vis en France, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est vraiment ces contraintes-là. Le temps, pareil. Souvent on se dit mais non, mais j'ai pas le temps. Mais si, prends le temps en fait. La vie c'est quoi? C'est du temps qui passe et c'est à toi de prendre ce temps. Sinon ta vie elle va passer. Tu vas plus être là quoi. Tu vas regretter, quoi. C'est juste. Il y a plein d'étapes, mais s'autoriser en fait à imaginer que c'est possible. Et du coup, je sais plus. J'ai écouté une vidéo hier qui ressemble un peu à ça. C'est si tu te dis, bon, bah, je veux gagner 1 million cette année, et ben, tu vas te dire comment je peux faire, tu vas te mettre plein de contraintes. Alors que si tu te dis, je veux gagner 10 millions cette année, bah là, t'enlèves ton prisme et tu vas avoir beaucoup plus large. Ah, c'est rigolo, ok. En fait, si tu t'enlèves toutes ces barrières, du coup, t'as plus de barrières. 1 million, tu vas dire, bon, ok, pour une boîte. C'est une étape, quoi, du coup. Ouais, une PME qui gère déjà peut-être 800 000 et qui veut faire 1 million, bah, Mm. c'est 200 000 de plus. Ok, je vais essayer de changer ça. Si tu veux faire 10 millions cette année avec ta PME, qu'est-ce que tu fais? Bah, en fait, tu vas changer de prix. Tu vas dire, mais non, mais je vais ouvrir un autre site, peut-être. Ok, tu changes ta capacité de vision et du coup, tu t'ouvres l'esprit. Et c'est pareil dans les projets, c'est de se dire, bah, c'est possible. Je m'ouvre. Ça ressemble un peu à cet aspect d'avoir des projets très ambitieux pour finalement faire un truc qui reste viable, Ouais. mais de voir grand pour faire un truc qui est déjà énorme. Donc voir grand, quoi. C'est le message. Ça, c'est intéressant. Oui, ok. Mais après, il y a voir grand, mais aussi chacun a ses limites, chacun a Non, ses bien sûr. projets. Donc Mm. respectez aussi respectez vos envies. Le plus Mm. important, c'est d'y aller avec l'envie, d'y aller avec le cœur. Et de réadapter aussi, parce que dans ton message, ce que j'aime bien, c'est de dire bah, on vise à quelque chose, un rêve, on l'écrit, et ensuite on réadapte en fonction de ce qui est possible de faire, quoi, ce que tu as fait dans l'Atlas. Et ce qui, au bout, reste une expérience incroyable. Ouais, C'est complètement. pas pour autant que c'est moins bien Ouais. ou autre. Bah, et accepter Mm. que ça se passe comme ça, quoi. Ouais. Accepter que ça. Ouais, j'aime bien cette phrase, il faut que je la retrouve exactement. C'est. euh,
accepter ce soit pas si beau, quoi. Accepter l'imperfectible, l'imperfection. La perfection, ouais. Ouais. En fait, ton projet, il sera jamais parfait. Euh, Dans n'importe quel endroit, que ton projet ce soit d'avoir des enfants ou que ça soit monter une boîte, en fait, ou un projet d'aventure, ça sera ta ligne, elle sera jamais droite, elle sera forcément de haut, de bas. Il y a des moments hyper forts, hyper bas, voilà. Et dans tous les cas, c'est ça qui est le plus important, c'est de prendre le temps et d'accepter que ça se passe comme ça, quoi. C'est ce qui peut souvent mener à, tu sais, à ta perte mentale, l'espèce d'insatisfaction éternelle. Tu cours un peu comme le hamster, tu sais, dans une roue. Ouais, Moi, j'avais beaucoup ça et j'ai travaillé énormément dessus, tu vois, psychologiquement. Mais c'est vrai que si tu cherches toujours à vouloir faire le truc exactement comme tu l'avais prédit, pensé, et que ce soit parfait, ouais, c'est un truc fatigant, ouais, quoi. complètement. Mm. Bah ouais, c'est pour ça que peut-être j'étais malheureux pendant 15 jours quand j'ai fait mon Atlas, quoi. Ouais. Ouais, et oui, oui, c'est vrai. Tu as dit, ouais, t'avais pleuré, que Ouais, c'était dur, quoi. ouais, c'était dur. Je me disais, mais qu'est-ce que je fous là, je vais arrêter, quoi. Ouais. Tu interviens en école aussi, je trouve ça trop cool. Qu'est-ce que tu dis aux enfants parce que pour eux, tu sais, ils doivent se dire, ouais, il y a un aventurier qui vient dans la classe. Enfin, c'est génial quand t'es enfant de voir ça, quoi. Ouais, c'est clair. Qu'est-ce que tu leur racontes? Je leur montre un film qui s'appelle Le Poster. Le Poster, donc c'est l'histoire du Haut Atlas marocain, mais c'est aussi mon histoire personnelle. J'ai eu un cancer quand j'avais 15 ans. Et j'en parle en message d'espoir tout au long de ce film. En fait, l'histoire, c'est que j'avais vu un poster d'un monsieur qui avait gravi l'Everest quand j'étais à l'hôpital, qui était aussi passé par la maladie et qui m'a motivé à continuer ma passion de l'époque, le VTT. Et 10 ans plus tard, je suis parti faire des expéditions sportives, la traversée du Haut Atlas marocain. Et en rentrant, je suis allé poser mon poster dans les couloirs de l'hôpital dans lequel j'étais Magnifique. pour inspirer les enfants malades à se dire c'est possible de s'en sortir. Euh, et donc ce message-là, c'est un message assez global que je transmets au travers de ce film. Donc je leur présente ce film-là. Les enfants regardent. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a plusieurs choses qui ressortent. Il y a à la fois le côté hyper humain, hyper histoire, maladie. Ok, comment tu as fait par rapport à ça, la résilience. Donc ça, c'est un message que j'aime bien. Moi, c'est résilience, audace, optimisme, ce sont les messages que je partage. Et donc ces enfants, ils se disent, mais ouais, mais en fait, la vie, elle est pas si simple, quoi. On a le droit d'avoir des problèmes, on a le droit de vivre avec ça. Ça, c'est ce que j'ai envie de leur partager d'une part. Et après, il y a l'autre partie, c'est toute la partie aventure. Et là, les enfants, ils sont à fond. T'as perdu ton cheval, comment c'est passé tu l'as revendu, comment c'est passé euh, et, euh, et se dire que eux aussi, ils pourraient vivre des choses comme ça. Se dire, en fait... Que c'est possible. Ouais, ils ont tous des rêves différents. Aujourd'hui, ça va être d'être pompier, de faire du foot, d'être professionnel. Et puis leur imaginaire, il va sûrement évoluer avec le temps. Mais en fait, s'ils gardent cette âme d'enfant de se dire, en fait, j'ai des rêves et j'ai envie de les réaliser, je pense que c'est ça que j'ai envie de leur dire. C'est que, ouais, dites-vous que c'est possible. Et peut-être vos rêves ils vont changer parce que le temps, il va changer. Mais vous allez y arriver à faire des grandes choses, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ouais. Encore cette histoire de barrière que tu essayes, voilà, de faire sauter. Enfin, en tout cas, qu'ils se les mettent pas trop tôt, quoi. Ouais. Souvent, mais tu sais, quand on donnait sur les fiches de présentation quel métier vous voulez faire plus tard, c'était quand même souvent des métiers très, très sérieux qu'il fallait mettre, quoi. Enfin, en tout cas, le prof te disait, Ouais. non, footballeur, mais un truc sérieux, quoi. Ok. Alors qu'en fait, footballeur, c'est un très beau métier. Mm. Ça sera peut-être coach sportif. Oui, ça peut être autour de ça, quoi. Ouais. Ouais, complètement. En fait, ça donne un peu une idée de là où tu veux aller, quoi. Ce qui te passionne, en fait. Ouais. Ça vient souvent d'une passion. Est-ce que c'est aussi via ta maladie que je sais pas, t'as une prise de conscience à l'adolescence, tu t'es dit, en fait, la vie peut être très courte et il faut en profiter. Et c'est comme ça que t'es arrivé dans l'aventure ou ça n'a rien à voir? Je pense que la maladie, elle m'a permis d'apprendre plein de choses sur moi. Forcément, du jour au lendemain, tu perds tes cheveux, tu te retrouves dans une classe où les gens te regardent, où tu es différent des autres. Le regard des autres, il m'a beaucoup pesé à ce moment-là. Surtout à l'adolescence. Ouais, surtout à l'adolescence. Puis après, en fait, j'ai accepté. Je me suis dit, j'ai le droit de vivre avec ça. Peut-être par ce poster, sûrement aussi par mes copains qui ont pas changé. La plus belle chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont restés comme ils étaient avant. Et ça, c'est magique, quoi. C'est un soutien. La famille, pareil, toujours à mes petits soins. Les infirmières à fond, quoi. Ça m'a permis de passer des étapes et de me dire, mais oui, moi aussi, j'ai le droit de vivre. Et donc, c'est plutôt une mentalité, un mindset de se dire, bon, la vie, ok, elle peut basculer du jour au lendemain. Oui, il y a des gens qui vont galérer. Moi aussi, je vais galérer, mais j'ai le droit si j'accepte les choses qui m'arrivent, en fait, ça va rouler, quoi. Et ça, parfois, on me dit, mais est-ce que si t'avais pas eu ta maladie, t'aurais fait ça? Moi, je pense que j'aurais quand même fait des choses. Enfin, j'espère, en tout cas. Ce que je dis, c'est parce que ça veut dire que le mec qui a rien eu, il va jamais rien faire. Ouais. Non.
au contraire. C'est bien de le prendre Au à l'envers contraire. aussi, t'as raison. Accepte d'avoir d'avoir une vie incroyable pour pouvoir pour pouvoir la rendre incroyable, quoi. Ne triche pas avec toi-même et fonce, quoi. T'as cette chance-là de rien avoir eu. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir eu quelque chose aussi. Enfin, en fait, on a tous de la chance. C'est à nous, c'est un mindset. Tu te dis, ok, c'est une manière de penser, de se dire, ok, c'est trop chouette, ma vie elle est comme ça, et puis je l'accepte comme elle est, quoi. C'est comment tu l'utilises Ouais. derrière. Ouais. C'est quoi tes prochains projets d'aventure que ce soit aventure au ouais. sens entreprise ou au sens expédition? Gros projet d'aventure entrepreneuriale en ce moment. On s'associe avec Geoffroy. Donc là, on est une association, on va séparer l'asso entreprise d'ici quelques temps. On a plein de projets, donc là, on a lancé la partie faire rêver avec ce festival qu'on veut développer dans d'autres villes de France. Gros projet, c'est Grand Rex le 15 avril prochain. Trop bien. Euh, C'est validé ça? C'est validé, ça. Waouh, bravo. C'est noté. On n'a peut-être pas signé le devis. Si, on a signé le devis, mais on n'a pas encore. Bon, On n'a en pas tout encore. cas, Voilà, ouais. mais ça part, quoi. Bravo. Ensuite, c'est la partie rassembler et faire vivre qu'on lance. On a lancé un premier team building, on a envie d'en lancer d'autres. On a envie de lancer des séminaires en entreprise où les gens arrivent avec une problématique, ils ressortent avec un plan d'action et nous, on met en place quelque chose, un format hors cadre avec de l'aventure, Trop avec bien. des consultants, avec des experts sur leur domaine, plus le côté aventureux. Et du coup, de créer avoir cette créativité pour pouvoir répondre à des problématiques. Ok. Pour faire autre chose que des karaokés. Pour faire autre chose que des karaokés. Ce qui est marrant aussi, ouais. hein, mais. Mais là, c'est plus c'est pas le côté team building, c'est le côté séminaire. D'accord. Quand tu viens en séminaire de Codir, par exemple, tu dois résoudre une problématique. Toi, tu as une problématique RH, toi, par exemple, une asso qui veut se transformer en entreprise, comment tu fais? Enfin, des grosses problématiques qui peuvent être dans les entreprises. Et nous, on veut leur créer un cadre où elles viennent cogiter. Bien sûr qu'il y aura cette partie cohésion, mais aussi au-delà de Même ça. dans la réflexion, tu veux dire? Ouais, D'accord, la réflexion. ok, compris. En fait, c'est ce que je partage aussi en entreprise. Quand je viens comparer le monde de l'aventure au monde de l'entreprise, toutes les entreprises sont des aventures. Et donc ça, il y a plein de parallèles à faire ensemble. Et le fait de leur faire vivre des choses, et ben là, pour moi, ça va décupler la réflexion. Et ça va être peut-être justement de se dire, bon, bah, j'ai galéré là. Qu'est-ce qui m'a fait galérer? Comment j'ai réussi à m'en sortir dans l'aventure? Et du coup, qu'est-ce que je peux mettre en parallèle dans mon entreprise pour avancer, quoi. Excellent, ok. Pour donner peut-être des prismes différents sur les problématiques, quoi. Ouais, exactement. Trop bien. En fait, s'ouvrir l'esprit, enlever les barrières, puis les remettre, et puis avancer. Trop bien. Et donc, troisième étape dans le... Et troisième étape, faire rêver, faire vivre les gens. Ok. Donc, à la fois en B2B, comme je l'ai expliqué là, et en B2C, on aimerait lancer des week-ends inspiration avec des gens qu'on tire de notre festival. Maxime Prost, par exemple, qui était là au festival, qui fait des bains froids, Oui. c'est organisé avec lui des week-ends où nous, on s'occupe de la partie plutôt aventure et lui, la partie expérience. Ok. Et on mélange tout ça pour le grand public. Trop bien. Donc ça, c'est ok. Donc partie entreprise, beaucoup de projets. Hein. Toujours. C'est bien. Ouais, là, c'est pour ça, c'est le lancement et on sait que d'ici 6 mois, on va devoir pivoter et choisir Un truc. là où on va exactement. Mais on a envie de tout lancer, voir comment ça marche, voir grand. Et après, on réduit, Et on après, dit ok, ça marche pas, ça marche, on va aller là. Ça, c'est un bel apprentissage pour l'épisode. Non, mais cette façon de penser, j'aime Ouais. beaucoup. Tu vois, de s'ouvrir un peu les chakras et après de se focaliser sur un truc. C'est top. Et partie aventure XP alors? Et partir aventure XP, on m'a proposé récemment un projet. On m'a proposé un projet d'un copain. Je vais pas forcément le dire parce que c'est pas encore ficelé, quoi. Ok. Le problème, c'est que c'est à peu près pendant la période avant Grand Rex. Donc à voir si je me lance ou pas. Moi, j'ai des projets que j'ai en tête que j'aime bien partager. C'est un projet qui est long terme plus tard. C'est de faire le tour de l'Amérique latine à la voile. Wow. Avec un bateau, de faire des expéditions pendant le tour. Tu fais déjà de la voile? Je fais pas de voile encore. Ok. Enfin, je fais de la voile, je fais du kite, je fais Ok. je fais beaucoup de kite en mer, mais Mais voilier, je je suis veux pas dire. skipper encore. Ok, Je t'es suis pas pas skipper. skipper. Ouais, ok. Je dois apprendre ça. Ça va me prendre du temps de partir. C'est dans 2-3 ans, tu vois, même 3-4 ans, j'en sais rien. Ouais. Mon objectif, c'est de partir avec ma femme et mes enfants. Et aujourd'hui, j'ai pas de femme et pas d'enfants, donc Ok. j'ai encore le temps, tu vois. Il y a plusieurs choses à organiser là quand même. Hein. Mais l'idée, en tout cas, c'est un rêve, tu vois. Et ce rêve, il est là depuis 3 ans au moins. Parce que je voulais le faire de base, je voulais le faire il y a 3 ans.
finalement, je me suis dit non, j'arriverai pas à le faire là, et je le ferai plus tard avec ma femme et mes enfants. Trop bien. Et l'objectif, donc, c'est un tour d'Amérique latine en 2 fois, c'est-à-dire faire une pause au milieu, rentrer en France et repartir après, avec différents défis sportifs et avec des expéditions scientifiques. Donc ramener des personnes sur le bateau qui soient sachants et qui viennent nous apporter ce côté scientifique que moi j'aime bien parce que je suis ingénieur, mais que j'ai jamais vraiment travaillé, que j'ai jamais poussé. Et ça peut être cool de faire ce côté scientifique, aventureux, plus un peu de long terme. Génial. Donc études de glacier par exemple ou Carrément. des choses comme ça. Bah, en fait, ça va aller. J'ai plein d'idées de projets. Tu vois, il y a la Cordillère des Andes en parapente. Il y a la partie Patagonie, donc glacier. Pourquoi pas aller faire un pic dans le sud, en Antarctique. Remonter la côte est avec le Brésil. L'Amazonie. Il y a plein de choses à faire là-bas. Et Ouais, après, je crois, ouais. voilà, c'est plein de projets différents. Et je trouve assez beau ce continent. Je suis jamais allé là-bas. Mm. Et c'est que c'est assez multiple. C'est grand. C'est sauvage et je pense qu'il y a des choses à faire en tant que enfin, pour faire des aventures. Mais là, il faudrait que tu partes longtemps. Tu peux pas Et partir ouais, un du mois. coup 2 fois 8 mois, Ouais. l'idée c'est de partir longtemps. Ouais, Ouais, ça c'est un gros projet. Ouais. C'est pour ça que je peux en parler parce qu'en fait il est pas prêt. C'est encore le stade de rêve. C'est mon ouais, exactement. C'est encore j'ai pas mis de date. Tant que j'ai pas mis de date, c'est encore un rêve. T'as pas écrit encore les. Si j'ai écrit des Si, trucs. t'as écrit des trucs. Ok. Ah ouais, c'est trop beau. Je termine l'épisode par 2 questions en général. La première, c'est est-ce qu'il y a une personne qui t'inspire particulièrement et pourquoi? Ouah, c'est une bonne question. Je te laisse le temps de, Ouais. de réflexion. Ah, j'ai toujours la réponse bateau. J'ai pas envie de la prendre. Ce serait Mike Horn, mais forcément. Je suis allé voir Mike Horn un jour. Je l'ai jamais rencontré vraiment, mais je suis allé chez lui. Ok. Un jour, c'était une période un peu compliquée entre 2 expés. J'étais pas très bien et je me suis dit bon, j'avais un rêve, c'était d'aller le rencontrer. Pendant la traversée des Alpes, j'étais rentré en France au milieu en stop et j'avais croisé ses voisins qui m'avaient pris en stop. Trop Et donc je marrant. m'étais dit depuis ce jour-là, je me suis dit ah ok, je sais à peu près où il habite, j'aimerais bien un jour le rencontrer. Et je trouve que l'histoire était belle. J'étais en expé en plus quand j'étais allé là-bas. Et du coup, je me suis dit bon bah je pars en vélo de chez moi de Lyon et je vais le voir. Et donc j'ai fait 2 jours de vélo. Je suis arrivé là où j'avais dans le village dans lequel j'avais été pris en stop. Et, Il vit en Suisse, non? il vit en Suisse, Ouais, exactement. ça. C'était à Châteaudet. Mm. J'arrive là-bas. Finalement, on me dit qu'il a déménagé. Je sais plus comment, mais j'arrive à retrouver une autre adresse. Je retrouve le gars qui m'avait pris en stop, qui m'accueille pas forcément très bien, mais qui comprenait pas trop ce que je faisais là, mais qui accepte de prendre un peu de temps avec moi. On trouve ensemble une adresse. Et je vais chez lui, et là je tombe sur sa fille qui était là, Ok. et avec qui on échange et on discute. C'était trop sympa, un Trop moment bien. magique pour moi. Et donc, elle était ouverte quand même à la discussion. Exactement. Ouais, ouais, J'ai été. ok. Enfin, c'est un peu surprenant de. Tu toques chez l'habitant, tu toques chez Mike Horn, tu vas voir quoi. Ça fait un peu. Ouais, c'était peut-être un peu trop quoi, mais c'est aussi ma manière d'être. Voilà, moi, je suis comme ça. Ça dépend peut-être de la manière dont tu le fais aussi. Ouais, Si c'est pour pas- ça, il y avait une histoire. Ouais. Mm. Et puis Mike Horn, c'est Mike Horn quoi. Donc trop content d'arriver chez lui. Je rentre dans sa maison, il y avait son. Je sais pas, il y avait un modèle de son bateau Waouh. qui était là. J'étais waouh, trop stylé. Ok, c'est énorme. Donc on a bien discuté, je lui ai laissé une lettre et j'ai jamais eu de retour de cette lettre. Ok. J'aimerais beaucoup avoir un jour l'occasion d'échanger avec lui. Tu peux quand même réaliser des sacrées choses. Ouais, là, t'as quand même poussé des portes, quoi. Hein. Ouais, C'est le cas de le bah en dire. fait, si tu t'autorises à le faire, Mm. euh, bien sûr, quand j'en parlais à mes potes, ils me disent, mais moi j'aurais jamais fait ça. Ouais. Mais moi, Gaël, si, je suis comme ça. Mm. J'ai besoin des rencontres. Et justement, par mon histoire, peut-être que j'ai la légitimité de le faire. Parce que je fais des expés. Parce que Mike Horn me correspond. Un gars qui est passionné par la moto, il pourrait aller rencontrer des grands du Dakar en allant sonner chez eux avec sa moto. Parce que c'est légitime. Ouais. Moi, mon histoire est légitime avec Mike Horn. Enfin, j'espère. Et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de pouvoir échanger et partir avec lui. On croise les doigts. Ouais, ce serait dingue. Et la deuxième question que je pose, c'est bon, de quoi rêves-tu? T'en as parlé de l'Amérique du Sud. Mais ouais, peut-être plus globalement, tu vois, un rêve. Un rêve Pas large. forcément expé, mais tu vois, dans Ouais. la vie, on va dire, quoi. Entrepreneurial, j'ai plein de rêves. Mm. Donc j'ai envie de monter ma boîte sur le thème de l'aventure. Ça, je suis trop content de pouvoir le lancer. J'ai envie de monter des assos. Quand j'ai monté l'Attitude, c'est une asso qu'on a montée. J'étais venu pour monter une entreprise. Finalement, j'ai monté une asso Oui. et j'ai découvert ce côté humain
hyper agréable, hyper chouette, ce côté bénévole, cette générosité que les gens ont, cette ouverture que moi j'ai donnée aussi, c'est de bah il y a pas de barrière, donnez vos idées, on va y aller quoi. Et ça j'apprécie énormément, donc j'ai envie de monter des assos. Je sais pas, je suis vachement tourné vers les SDF aussi dans la rue, et ça c'est peut-être des trucs comme ça que j'aimerais faire, et j'aimerais monter des boîtes avec mes frères, enfin au moins une boîte avec mes frères, parce que mes deux frères sont entrepreneurs et ça m'a toujours donné envie de le faire. Peut-être que plus tard on pourra le faire ensemble. On a dit bah on se lance, on apprend, et puis après on va voir si on peut le faire ensemble. Peut-être que les chemins se recroiseront, quoi. Ouais, j'espère. Et après, globalement, si un jour j'arrive à ce que les gens se disent qu'ils peuvent faire des grandes choses, bah, j'aurais peut-être atteint quelque chose. Il faudra que j'ai un autre rêve derrière, parce que sinon, Non, sinon mais je vais plus rêver. Mais je pense que celui-là, le temps que ça se fasse, il y a du ça va temps. prendre un autre temps. Ouais. Bah, au moins partager le message au Mm. plus grand nombre. C'est pour ça que je fais des conférences, que j'organise ce festival. Le festival, il est tourné autour des autres. C'est pas moi, c'est des aventuriers, des personnes qui sont là. Moi, je présente et parfois je suis même pas en présentation, Mhm. mais je mets des valeurs et je mets du sens. Et c'est ça que j'ai envie de mettre. C'est en fait, si j'arrive à créer quelque chose un peu comme une franchise qui se duplique et qu'il y a de plus en plus de monde qui se dit c'est possible, bah c'est magique quoi. Trop bien. Merci Gaël. Avec plaisir, Kevin. À bientôt. À Salut. bientôt. Ciao. Ciao.